Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur une idée qui interpelle vraiment, tirée d'une réflexion de Gilles Besson. C'est un paradoxe assez troublant. Pour apprendre à soigner les autres, les futurs médecins semblent obligés de mettre en danger leur propre santé. Oui, leur santé physique et mentale. Exactement. On parle souvent du prestige, de la noblesse du métier, mais à quel prix, finalement? Le texte qu'on analyse aujourd'hui, il suggère que le système même qui forme les médecins est peut-être en train de briser les humains qu'il compose. C'est exactement ça. On va essayer de comprendre ensemble comment une machine qui est censée créer du soin peut, en fait, générer autant de souffrance. Et surtout, voir si on peut la réparer. Et c'est la question centrale. Il faut tout de suite, je pense, écarter l'idée que ce serait juste une question de gestion du stress pour chaque individu. Ah, ce n'est pas un problème individuel, donc. Non, absolument pas. Le texte le montre très bien, c'est un problème systémique. C'est une culture de formation qui a des conséquences très concrètes sur la qualité des soins qu'on reçoit tous. La vraie question, en filigrane, c'est quel genre de soignant veut-on former pour demain? Alors, allons-y, plongeons dans le cœur du sujet. D'après l'auteur, la première source de ce mal-être, c'est une sorte de culte de la performance. Ça s'installe dès le premier jour. On pense tout de suite à la sélection, la fameuse première année, la montagne de connaissances à ingurgiter. Bien sûr. Mais le texte pointe un truc plus insidieux. C'est la finalité même des études qui se déforme. L'auteur dit, et la formule est très forte, que l'étudiant n'apprend plus seulement pour soigner, mais pour être mieux classé que l'autre. Et ça, cette phrase, les implications sont énormes. Quand le classement devient l'objectif numéro un, on ne valorise plus les mêmes qualités. On valorise quoi alors? Le système ne va pas forcément récompenser l'empathie, la capacité d'écoute ou le travail en équipe. Non. Il récompense la résistance, l'endurance pure face à la compétition, la capacité à emmagasiner une quantité d'informations inhumaine. D'accord. Le risque, c'est de formater des compétiteurs qui sont brillants, certes, mais pas forcément des soignants humains. On sélectionne des athlètes de la mémorisation en quelque sorte. Mais est-ce qu'on peut vraiment faire autrement? Je veux dire, pour sélectionner des milliers d'étudiants, il faut bien des critères, non? Une forme de compétition. C'est un vrai dilemme, vous avez raison. Mais la question n'est pas de supprimer toute évaluation, c'est de savoir ce qu'on évalue. D'accord, le contenu de l'évaluation. Voilà, est-ce qu'on évalue seulement la connaissance brute? Ou est-ce qu'on commence à intégrer des compétences relationnelles, éthiques, collaboratives? Le système actuel, tel que le texte le décrit, il penche très très lourdement du premier côté. Et cette culture de la compétition, elle ne s'arrête pas à la porte de la fac. Elle s'exprime de manière encore plus violente à l'hôpital. Oui, et ça c'est le deuxième point qui m'a vraiment frappé, le choc avec la réalité. Le texte décrit l'étudiant en stage, ce qu'on appelle l'externe, comme une sorte de figure hybride. C'est ça, On leur dit, c'est comme ça qu'on apprend. exactement. C'est comme ça qu'on apprend. Alors qu'en réalité, ils sont souvent là pour boucher des trous dans les plannings, pour faire des tâches que personne d'autre ne veut faire. Il y a une sorte d'hypocrisie systémique là-dedans. L'apprentissage devient l'alibi d'une forme d'exploitation. Et le texte donne des exemples très concrets. Les gardes qui n'en finissent plus, le manque de sommeil qui devient une norme, et puis surtout cette confrontation brutale, très jeune, à la souffrance, à la mort, Oui, sans avoir forcément les outils pour gérer ça émotionnellement. absolument. Et tout ça, ça nous mène à ce que l'auteur appelle la crise du compagnonnage. C'est un point que je trouve fascinant. Le compagnonnage? Oui, historiquement, la médecine, ça se transmettait de maître à élève. Un médecin plus âgé prenait un jeune sous son aile, il lui apprenait les gestes, bien sûr, mais aussi le savoir-être. La manière de parler à un patient, de gérer ses propres émotions. Voilà. Ce mentorat, c'était le pilier de la formation. Or, ce pilier est en train de s'effriter complètement. Et pourquoi? C'est par manque de temps? Principalement, les médecins seniors sont eux-mêmes sous une pression énorme. Ils n'ont plus le temps ni parfois l'énergie de jouer ce rôle de mentor. Et la conséquence, qui est décrite dans le texte, elle est terrible. Le stage, qui devrait être ce moment magique de transmission, se transforme en une suite de tâches administratives déshumanisées. Ah oui, quand même. L'étudiant fait des photocopies, il remplit des dossiers, il commande des examens, il exécute. Il exécute des ordres sans toujours en comprendre le sens. Et c'est là qu'on touche au cœur du burn-out, la perte de sens. C'est ça, c'est terrible quand on y pense. On prend des jeunes gens, parmi les plus brillants, les plus motivés, et on les met dans un système qui semble programmé pour les user. C'est un gâchis monumental. C'est un constat accablant, oui. Alors la question c'est, est-ce qu'on est condamné à ça
ou est-ce que le texte nous laisse un peu d'espoir, des pistes pour réparer la machine? Heureusement, oui. L'analyse ne se contente pas de dresser ce tableau très noir. Elle propose un vrai changement de culture qui passe par plusieurs leviers institutionnels. Il ne s'agit pas de mettre un pansement sur une jambe de bois. Il faut repenser la structure. Par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait changer concrètement? Alors, le premier levier, ce serait de s'attaquer à ce qu'on disait au tout début, l'évaluation. Sortir du classement pur pour intégrer, enfin, l'évaluation de compétences humaines. Un autre levier, qui est crucial, c'est le soutien psychologique. Le texte insiste beaucoup là-dessus. Créer des cellules d'écoute qui soient totalement indépendantes de la hiérarchie. Indépendantes, c'est le mot-clé, j'imagine, pour que l'étudiant n'ait pas peur d'être jugé faible ou inapte s'il ose exprimer ses doutes. Exactement. Dans cette culture de la performance, admettre qu'on ne va pas bien, c'est vu comme un aveu d'échec. Donc un espace de parole sécurisé, confidentiel, c'est non négociable. Un autre point, très pragmatique, c'est l'encadrement du temps de travail. C'est juste faire respecter la loi, en fait. Le repos de sécurité, ce n'est pas une option. C'est une nécessité. Pour la santé de l'étudiant et aussi pour la sécurité du patient au final. Évidemment. Et enfin, le point le plus large, c'est de lutter contre cette idée toxique, cette espèce de tradition mal placée qui voudrait qu'un bon médecin soit un médecin qui en a bavé pendant ses études. Le fameux «j'en ai chié, donc tu dois en chier aussi». Une sorte de bizutage institutionnel qui se perpétue. C'est tout à fait ça. Il faut casser ce cycle et promouvoir une culture de la bienveillance. Toutes ces mesures, mises bout à bout, elles visent une seule chose. Passer d'un système qui consomme ses étudiants à un système qui les construit. L'idée phare, qui est vraiment le fil rouge de tout ça, c'est que la santé du soignant est la condition première de la santé du soigné. D'accord, toutes ces solutions sont essentielles, c'est clair. Mais elles restent très institutionnelles. J'ai l'impression qu'on répare des tuyaux, qu'on change des règlements. C'est indispensable, mais peut-être un peu froid. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Mais l'auteur, Gilles Besson, il propose quelque chose de complètement différent. Une solution qui ne vient pas d'en haut, mais du cœur même du soin. Une idée que j'ai trouvée presque poétique. Le patient formateur. Qu'est-ce que ça veut dire au juste? Alors ça, c'est une idée qui est à la fois simple et radicalement nouvelle. Elle consiste à inverser le rapport de force traditionnel. Le patient n'est plus seulement un cas clinique, un corps malade sur lequel l'étudiant va s'exercer. Il devient un partenaire exactement, un acteur de la formation. C'est lui qui, par son vécu, par son histoire, va enseigner quelque chose à l'étudiant. C'est une petite révolution parce que ça réhumanise instantanément tout le processus d'apprentissage. On sort des tâches administratives. On sort des tâches administratives, on est dans la rencontre. Et concrètement, comment ça fonctionne? Qu'est-ce que la parole d'un patient peut apporter qu'un cours magistral ou qu'un chef de service ne peut pas? Plusieurs choses qui sont fondamentales. La première, c'est que le patient, il déplace l'enjeu. L'étudiant, qui est formaté par la compétition, il est terrorisé à l'idée de faire une erreur technique. Oui, c'est sa grande peur. Le patient formateur, lui, va lui dire quelque chose que le texte résume magnifiquement. L'erreur humaine est moins grave que l'indifférence. C'est très fort, ça. Et soudain, la priorité, ce n'est plus d'avoir le geste technique parfait. C'est d'être présent, c'est d'écouter. La relation devient plus importante que la performance. Ça déculpabilise en somme. Ça doit libérer la parole de l'étudiant, non? Ne plus avoir peur de mal faire, mais juste d'être là. Absolument. Et c'est le deuxième mécanisme. Le patient formateur offre un espace de parole, sans jugement. C'est crucial. Contrairement à un professeur, il ne met pas de notes. Il n'y a pas d'enjeu de carrière. Voilà. Et dans cet espace de confiance, l'étudiant peut poser des questions qu'il jugerait naïves ou bêtes devant un supérieur. Il peut avouer ses peurs, son ignorance, il peut même s'entraîner à faire une annonce difficile, comme celle d'un diagnostic grave, sans le poids écrasant de la réalité. C'est une sorte de simulateur de vol pour les compétences humaines. Un simulateur de vol pour l'empathie. J'aime beaucoup l'image. Et le troisième point, qui est peut-être le plus puissant pour combattre ce sentiment d'inutilité dont on parlait tout à l'heure, c'est la revalorisation. Oui, ça c'est sans doute le plus important. L'étudiant en stage, il se sent souvent comme un rouage interchangeable, une petite main qui n'a pas beaucoup d'impact. Le patient formateur peut par une simple phrase restaurer complètement son sentiment d'utilité. Le texte donne cet exemple, que je trouve bouleversant, d'un patient qui dit à un étudiant « Ce que vous avez fait aujourd'hui, votre façon de m'écouter, eh bien ça a changé ma journée. » Cette phrase, elle est d'une puissance incroyable. Pour un jeune qui doute, qui est épuisé, entendre ça, ça doit redonner un sens immédiat à tous les sacrifices. C'est exactement ça. On voit bien que le patient formateur,
Il n'intervient pas sur le savoir technique. Il ne va pas apprendre la biochimie à l'étudiant. Son rôle est ailleurs. Il redonne du sens. Il redonne du sens. C'est lui qui rappelle à l'étudiant pourquoi il s'est engagé dans cette voie au départ. Et en restaurant ce sentiment d'utilité sociale, en lui montrant qu'il peut faire une différence, même en tant qu'étudiant, eh bien il combat le burn-out à sa racine même. C'est vrai que quand on regarde le chemin qu'on vient de parcourir, c'est assez frappant. On est parti d'un système qui génère du mal-être par la pression, la déshumanisation. Oui, On a exploré des solutions institutionnelles, nécessaires mais un peu froides, et on arrive à cette solution profondément humaine, centrée sur la relation. La boucle se boucle de manière assez belle, finalement. Le patient devient une sorte de soignant pour le futur soignant. C'est parfaitement résumé. Et Gilles Besson conclut sa réflexion par une phrase qui dit tout. Un médecin qui va bien est un médecin qui soigne bien. on comprend alors que prendre soin des étudiants en médecine, ce n'est pas une question de confort pour une petite catégorie de la population, c'est un enjeu de santé publique. Une condition essentielle à la qualité des soins pour nous tous. Pour toute la société, le rôle du patient formateur est au cœur de ça, parce qu'en apprenant à l'étudiant à écouter le patient, il lui apprend aussi, et peut-être surtout, à s'écouter lui-même. C'est une magnifique conclusion. Et ça nous laisse avec une dernière pensée, une dernière question pour la route. Le texte met en lumière de façon brillante le rôle du patient dans la formation du médecin. Et ça soulève une question encore plus large, qui dépasse le cadre de la médecine. Dans quelle mesure le bénéficiaire d'un service, que ce soit un patient, un élève, un citoyen, devrait-il être impliqué de manière structurée dans la formation des professionnels qui sont censés le servir ? Ça, je trouve que c'est une piste de réflexion fascinante.